Les 5-6 personnes qui se sont retrouvées pour commettre ce pamphlet-là, je répète qu'ils ne sont représentatifs de rien du tout. Si vous voulez commencer par même le professeur Abba Oyono, ce n'est pas le plus illuminé des intellectuels qu'on a. Ce n'est même pas le grand juriste, le meilleur publiciste qu'on a au Sud. On peut en trouver mieux. Vous avez pas d'ailleurs, je me rappelle dans les années 2012-2013, il avait été porté à la tête de la commission permanente de contrôle et de médiation de toutes les sociétés du droit d'auteur au Cameroun. Il gérait de l'argent public complètement à sa guise. D'ailleurs, vous allez voir la grosse maison qu'il a au quartier Oja. Ce n'est pas avec son salaire de 500 000 francs de l'université. Monsieur Abba, il joue son petit jeu et il veut embarquer tout le monde. Et nous disons non. Parce qu'il n'a pas réussi à faire le bilan de sa gestion de la CPMC. Parce qu'à l'époque, d'ailleurs, les journalistes, parce que j'étais au cœur du droit d'auteur, j'ai travaillé à la SOCA. On va abandonner ce côté-là. Oui, parce que... Étant entendu qu'il n'est pas sur ce plateau. Il n'est pas sur ce plateau. Moi, je donne les faits, je comprends les faits. Non, il n'est pas sur ce plateau. Il y a un journaliste sur le plateau. Je compte sur vous, vous pouvez... Je dis donc que, ils ont écrit en quelle qualité? Moi, je les connais, la plupart n'ont pas, finalement... on va dire, d'assises sociales reconnues, je ne veux pas les citer pour les embarrasser. Donc aujourd'hui, des choses ont été faites, beaucoup reste à faire dans la région du Sud. Le RDPC comme socle granitique, le Sud comme socle granitique du RDPC est un slogan politicien de griot. Pas partisan. C'est nous qui avons fait une déclaration objective. Oui. C'est lui qui a ramené le débat sur les questions de personnes. Je suis d'accord. Parce que quand vous traitez déjà les gens des gris, c'est inadmissible. Oui, mais maintenant que vous êtes sur votre plateau... Oui, mais permettez-moi donc... Maintenant que vous êtes sur votre plateau et qu'on vous interroge sur la pertinence de votre déclaration, et en évoquant, bien évidemment, de temps en temps, les argumentaires, les contre-argumentaires, je voudrais qu'on reste sur ces contre-argumentaires. Oui, très bien, alors j'en viens. Moi, je vous dis, c'est votre lecture que vous avez de son. Moi, c'est vainement que je recherche. C'est vainement que je recherche la contradiction qu'ils nous ont apportée. Parce que nous avons relevé un certain nombre de griefs. Où avons-nous dit dans notre déclaration que Paul Biya est le président du Sud, pour qui nous oppose homme-nation? Ça a été dit où? Donc c'est pour ça que je dis vraiment, c'est ce que j'appelle du remplissage inutile. Il est passé maître dans l'art de cette histoire-là, pendant que l'université le dépasse depuis 21 ans. Est-ce que vous savez? Il a parlé, oui, allons-y. Il a dit qu'on a créé une université au Sud. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Sur ce qui a été fait, ça a été dit. Mais est-ce que vous êtes allé à l'université de Bolivar? En 21 ans, nous voyons ce qui se passe au Burkina. Nous voyons ce qui se passe un peu partout en Afrique de l'Ouest. Quelle est l'université qui est bâtie au Cameroun? Dites-moi. Est-ce que vous savez qu'on squatte dans des domiciles privés? Mais de quelle université parle-t-on? De quelle université parle-t-on? De quelle éducation locale? Je continue, s'il vous plaît, Duval. S'il vous plaît, Duval. Permettez qu'on évoque, qu'on crève l'abcès. Permettez qu'on crève l'abcès. Parce qu'on ne va pas continuer à étouffer les problèmes. Parce qu'il y en a qui pensent que pour se maintenir au pouvoir, il faut maintenir Paul Biya. Je parle de Jacques Famdongo, ministre de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous savez que l'université camerounaise est morte? Voilà son secteur d'activité qui le dépasse. Ça fait 25 ans que nous accumulons des dettes académiques. Nous ne sommes pas payés. Ça signifie quoi? Est-ce que vous savez qu'à l'université, des jeunes collègues qu'on vient de recruter n'ont aucune motivation? Aucune. Et même au plan de la... Je vous dis, si j'égrène le chapelet des problèmes qu'il y a à l'université, je ne pense pas qu'il survivra. Alors maintenant sur... Et maintenant j'en viens. Oui. L'autre question que j'allais poser. Oui. Maintenant que vous avez fait la déclaration, il y a eu cette réaction. La question centrale aujourd'hui, puisque vous demandez aux populations du Sud de prendre leurs responsabilités. Ils ont le choix entre continuer à souffrir en silence et de poser des actions. Vous avez invité à l'action. Dès que vous avez fini de faire cette déclaration, avec tout ce que ça entendait comme tollé, la suite c'est quoi? Quels sont les éléments dont vous disposez pour déboulonner le RDPC dans le Sud, considéré comme le socle granitique du RDPC? S'il vous plaît, nous l'avons dit dans notre déclaration. Le RDPC comme socle granitique, le Sud comme socle granitique du RDPC est un slogan politicien de griot. Ça, je le dis dans les résultats politiques du RDPC dans le Sud sont là pour montrer que le RDPC à toutes les élections, alors permettez-moi, entre 95 et 99%. C'est vous qui voulez que je vous dise ce qu'il y a dans le... Est-ce que vous savez qu'au Sud, il y a une majorité silencieuse? Les gens n'arrivent pas à s'exprimer. Est-ce que vous le savez? Mais concédez-nous au moins le fait que nous ayons fait un éveil de conscience. Je vous dis que les gens en ont marre au Sud. Nous ne faisons qu'exprimer ce que les gens... Nous exprimons tout ce que les gens expriment tout bas. Les populations du Sud souffrent au même titre que les populations des autres régions. Est-ce que ce n'est pas une raison de l'évoquer? Parfois, il y en a 5 où les voix qui s'élèvent. Il y a plein qui sont instrumentalisés là. Et ce qui est bizarre, c'est que vous trouverez même des gens qui n'ont rien à manger, qui nous insultent. Mais c'est la... Vous savez, dans la Bible, on dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est pour ça donc que les intellectuels engagés comme nous, nous disons aux populations du Sud que
l'espace politique camerounais est en train de se reconfigurer. Vous avez le choix entre souffrir et expérimenter une autre politique. Pourquoi voulez-on nous enlever cette liberté? En tout cas, moi, on ne peut pas. Je suis un irréductible, au même titre que les signataires. Nous sommes là pour expliquer le malaise qu'il y a dans la région du Sud. Beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de l'exprimer, mais nous le faisons. Et d'ailleurs, nous nous réjouissons du fait que, parce que nous avons tapé là où ça fait mal, que ça fasse cet écho-là. Suppose you're talking with the people. You're talking with the people and you're expressing their concerns, their worries. Now, what is their response to statements like you cannot want to change the one who brought change? Well, that's what Professor Famendo, one of the things that he said, he told the people, no, you cannot want to change the one who brought change. It means that we can't be looking elsewhere. We must stay with Paul Biya. Très bien. Alors, ce que les hommes politiques doivent savoir, c'est que la vie politique a des cycles. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Moi-même à la maison, je demeure un classique, un traditionnaliste pur et dur. J'ai des enfants qui, à l'ère du numérique, à l'ère moderne, n'adhèrent pas toujours à mes idées. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis obligé de reculer parce que c'est leur époque. Comme pour dire que sur le terrain politique, il y a des cycles organiques et matériels. Organiques des hommes, matériels, les attentes des politiques publiques. À force de voir un seul homme, ça devient déjà un problème. C'est d'autant plus que les politiques publiques ne sont pas satisfaisantes. Mais vous croyez qu'on va continuer avec les mêmes? Est-ce qu'on va continuer avec les mêmes? Qui a dit que le Cameroun n'a pas droit au changement? Regardez le chef d'État burkinabé. En peu de temps, regardez ce qu'il a réalisé. Mais donnez aussi le temps aux autres de réaliser leur compte. D'abord, je pense qu'il y aura un nouveau gouvernement d'ici si l'élection présidentielle est maintenue. J'espère que Jacques Famdongo sera toujours ministre de l'enseignement supérieur. Quand il ne sera plus membre du gouvernement, j'aimerais bien le revoir, le rencontrer. Je dis mais non, il faut laisser le soin aux autres de satisfaire leurs aspirations. Vous n'allez pas monopoliser la scène politique, alors que les résultats on ne les voit pas. Mais est-ce que vous savez la souffrance des populations du Sud? Au plan même de la symbolique politique. Mais quand il dit que Paul Biya, est-ce que vous savez que Jacques Famdongo allait à Eborlova sur le terrain? Vous verrez qu'il est l'homme politique le plus impopulaire. Allez chez lui. Et davantage avec ce qu'il a fait avec la chefferie traditionnelle. Mais tout pour eux, rien pour les autres. Mais non, à un moment, il faut passer à autre chose. Alors, dans le dernier élément, allez-y, Julien Biya. Prof, toujours sur ce sujet, il y a un militant du RDPC, André Luther Meka, qui vous demande de ne pas trahir l'héritage politique de votre Fouman Nti, qui a été maire RDPC de la ville de Djoum. Que lui répondez-vous? Je n'ai rien à répondre, André Luther Meka. Je lui demande tout simplement de respecter la mémoire de mon feu père. Il n'est pas membre de ma famille. Il faut quand même un peu de réserve. Et de deux, voilà l'un des problèmes, voilà les problèmes que nous rencontrons à l'université. Vous vous rendez compte qu'un enseignant de rang magistral de ma trempe, quand je prends sur moi de poser des problèmes de société, des enfants qui ont été recrutés, assistant avec le master, viennent ouvrir la bouche sur la scène politique, pendant que le pays souffre. Mais c'est quelle histoire ça? André Luther Meka n'est pas membre de ma famille. Et je lui interdis de profaner la mémoire de mon père. S'il continue, je vais lui coller un procès. Et je me rends compte que la leçon que Baïbek et moi lui avons donnée ne suffit pas. Parce que c'est lui qui, sur un plateau de télévision, avait dit que Paul Biya fait mieux que j'ai dit. Et je lui ai dit, petit frère, à la mort de Paul Biya, pendant que Paul Biya rendra des comptes à Dieu, il ne faut pas solliciter la miséricorde divine. Il faut aller demander pardon à Dieu. Mais attention, ce que je dis en un mot, la déification du président de la République ne passe plus dans la tête des esprits brillants. Est-ce que je me fais comprendre? Paul Biya n'est pas le seul homme politique qui peut résoudre nos problèmes. Alors, il a fait son temps. Il faudrait également expérimenter autre chose. On va voir, les autres vont faire et on verra. Un point, un trait. From a logical perspective, Prof, is it reasonable? Is there any substance in saying that because your father supported somebody, you have to support him? And if you are not supporting him, you are kind of desecrating the memory of your father. Is there any logic in such a statement? No, is anyone bound to support somebody just because his father supported that person? Quand je vous dis par exemple que André Luther Meka n'est pas membre de ma famille, il n'a pas connu mon feu père. Il a dit, je viens. Il a dit que c'était son oncle. Je ne l'ai pas vu aux obsèques de mon père. J'aimerais bien voir la tête d'André Luther Meka à la chute brutale et fracassante de Paul Biya. Il ne connaît rien de l'histoire politique de mon feu père. Je vais vous dire, vous savez combien il devient maire RDPC de Djoum? Vous voulez que je vous révèle? Alors, au moment, à l'époque, au moment de l'effervescence politique, lui et mon feu père Ngo Ngumbi Masaga ont fait trembler la région de Djoum. Est-ce que je me fais comprendre? Avec le PSP, ils ont amené l'opposition à Djoum. Et pour calmer mon feu père, le RDPC lui a donné la mairie. Voilà pour la vérité que ce jeune homme ne connaît même pas. Et de deux, ce n'est pas parce que mon père a été maire RDPC que moi également je devrais adhérer à ses idées. Mais non, pas du tout.
Il faut distinguer la vie privée de la vie publique. S'il vous plaît. Il n'y a pas de transition héréditaire en matière politique. Est-ce qu'on est clair là-dessus? C'est pas parce que mon père a été maire RDP, qui vous le dit d'ailleurs qu'il a fait avec conviction. Je vous ai décrit les conditions dans lesquelles il est devenu maire. C'était pour calmer, pour le calmer, parce que vraiment, il faisait Ngli Massaga et lui, formait des gens en tandem qui amenaient l'opposition. Alors, pour ça, pour revenir à la déclaration, et restons un peu maintenant sur l'avenir. Alors, c'est vous qui dites que il y a dans le sud des populations martyrisées, mais qui refusent de prendre la parole. Et vous les invitez maintenant à l'action, en prenant en compte ces paramètres, sur lesquels justement ces populations ne veulent pas s'exprimer, ou du moins souffrent en silence. Est-ce que finalement votre déclaration n'est pas un coup d'épée dans l'eau? Absolument pas. On ne peut pas dire que notre déclaration était un coup d'épée dans l'eau pour la simple raison que vous avez vu le tollé. Ça a été carrément un pavé dans la main. Est-ce que vous me faites comprendre? En fond de toile, au moment où on se réunissait, on a tendu un piège au RDPC. N'était-ce la légèreté de la condescendance avec laquelle on a répondu à notre déclaration? On n'en serait pas là. Si le RDPC avait appliqué sa vieille politique de le chien à bois, la caravane passe, vous êtes d'accord avec moi que cette déclaration n'aurait même pas produit l'effet? Le simple fait de susciter ce tollé est une victoire pour nous. Quelles sont les chances dont dispose par exemple l'opposition pour pouvoir faire une entrée remarquable dans le Sud, notamment en termes de représentation? On a jusqu'ici, on regarde jusqu'ici, on observe que le RDPC rafle pratiquement tout, que ce soit au niveau des communes ou des élections législatives, etc. Quelles sont de votre point de vue les chances de l'opposition de pouvoir obtenir, n'est-ce pas, des sièges par exemple de députés ou de faire un résultat important à l'élection présidentielle? Alors, déjà il faut observer trois choses. Si le RDP se maintient au Sud, ce n'est pas l'effet de la fraude, le bourrage des urnes, nous le savons tous. Deuxième chose. But they will tell you the contrary. They will tell you that the people voted for them. Non, s'il vous plaît, je suis du Sud, mais sur le terrain, je vous dis ce qui se passe chez moi. Le RDP, c'est champion dans le bourrage des urnes, des fraudes électorales. Je le dis. De deux, les gens n'ont pas toujours voté par conviction dans le Sud. Et à l'heure actuelle, allez sur le terrain. Les populations en ont marre. Les populations, on a parlé du chômage endémique. Regardez notre déclaration. Vous allez voir André Foumanti. C'est mon petit frère, qui est loin devant moi. Derrière moi, nous avons un écart de 13-14 ans. Il est jumeau. C'est un enfant qui a eu sa licence à soi depuis 2009. Est-ce que vous savez qu'il est au chômage à l'heure actuelle? Mon petit frère qui est signataire, il est au chômage. Il y a plein d'enfants comme ça dans le Sud. Alors, à la question de savoir quelles sont les chances, ce que nous avons voulu faire, c'est cet éveil de conscience. Il est déjà là. Ça va se passer partout. Déjà, le simple fait même que l'opposition n'arrive pas à battre campagne, au Sud est un problème que vous devez décrier. C'est quelque chose qu'on ne doit même pas cautionner. Il ne faudrait pas prendre des électeurs pour des esclaves. Right, so Alors, that seems to la be, chance, oui. that seems to be a contradiction to what you're saying, Prof. Because when we see young people blocking or hindering some opposition politicians from going into some areas in the South region, and at the same time you're saying that these are the very people who are annoyed with the regime, who are angry with the regime, but they are afraid to speak. There seems to be some contradiction somewhere. Non, il n'y a pas de contradiction. Je vous dis tout simplement. Vous savez un peu ce qui se passe au Sud? Permettez-moi. Et déjà, quand nous poussons même les électeurs, parfois le choc des mots amène les gens à changer. Nous demandons aux électeurs du Sud de prendre conscience de ce qu'il y a une mutation profonde qui s'opère. Notre poids électoral au Sud est lequel? Les derniers chiffres de l'ECAM nous donnent une fourchette de 279 000 électeurs, comparativement aux autres. Mais je fais comprendre à mes frères et sœurs que nous sommes les nains électoraux. Ce n'est pas le Sud qui fait gagner une élection présidentielle de 1. Donc nous sommes des wagons. Il y a une locomotive, certes, il faut respecter des électeurs, mais respectons également le poids politique des autres. Nous avons intérêt à nous arrimer à la nouvelle configuration politique. Et à tourner le dos, effectivement, vous allez voir, le ministre a dit que nous vendons du vent. Non, c'est eux qui vendent du vent. Nous n'avons jamais dirigé ce pays. L'opposition n'a jamais... C'est le RDPC qui vend du vent aux populations. Alors, quand vous dites que quelles sont les chances, mais les chances, elles sont intactes. Désormais, les citoyens savent qu'il faut surveiller le vote. Et le sécuriser. Même au Sud, ça sera fait. Et en tout état de cause, on a mis nos frères du Sud devant leurs responsabilités. Ne le faites pas. Le R va prendre, vous allez lire l'heure. Alors, le professeur, justement, dans cette sortie, peut-être pour sortir de la question, je crois qu'ici, au moins, vous pouvez être d'accord avec lui, c'est que pour ce qui concerne le futur, ce futur appartient aux électeurs. Et à eux seuls, c'est ce qu'il dit, que ceux qui remplissent toutes les conditions relatives ou prescrites par la loi aillent sur le terrain pour fidéliser les électeurs acquis, séduire l'électorat flottant et contrecarrer démocratiquement l'électorat hostile. La victoire appartiendra à ceux qui auront validé méthodiquement et rigoureusement ces trois prérequis sans vendre du vent aux électeurs, car, comme l'a affirmé le président Paul Biya, le peuple n'est pas dupe, entre autres. Au moins cela, vous êtes d'accord avec lui? Pas du Il y a un tout. travail de terrain qui doit être fait. S'il vous plaît, c'est cela qui déterminera. Très bien. Vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui? Mais vous avez évoqué un phénomène tout à l'heure là.
vous savez qu'il est interdit aux populations, c'est-à-dire que les partis d'opposition ont de la peine à battre campagne au sud par le fait des autorités administratives. Ça, c'est des formules déclaratoires et à tout le moins incantatoires. La réalité du terrain ne cadre pas avec ce qu'il dit. De toute façon, son discours n'engage que lui-même. Et nous lui donnons rendez-vous dans 4 mois. Je verrai s'il est encore ministre, au point de venir tenir ce genre de discours, pendant que les gens souffrent. Je dis effectivement, là où lui et moi, il pourrait avoir un léger point de jonction, c'est que nous plaçons l'électeur au centre du jeu électoral. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la coalition entre les partis politiques, pour moi, devient déjà assez chimérique. Un vrai leader est celui qui scelle le pacte avec son peuple. J'entends des petites voix indiquer que vous enfoncez une porte ouverte pour ce qui concerne les problèmes de la région du Sud, puisqu'il s'est tenu une rencontre, ou du moins ce qu'on appelait la rencontre fraternelle du Sud, une rencontre au cours de laquelle, justement, des problèmes ont été posés, comme la question de l'emploi, le chômage des jeunes, la question des routes. Ces questions avaient été adressées, et il y a les élites, n'est-ce pas, qui ont organisé ces rencontres-là, ont pris un certain nombre d'engagements. Est-ce que quand vous revenez aujourd'hui, quand vous revenez sur ces questions aujourd'hui, est-ce que vous n'enfoncez pas une porte ouverte? Pas, absolument pas. C'est la rencontre fraternelle du Sud qui avait été invitée. Moi, je suis un fils du Sud, est-ce qu'on m'a invité? Il y a plein de collègues qui n'ont jamais été invités. Est-ce qu'on me fait comprendre? Monsieur Duval, il ne s'agit pas d'un problème là-bas où il y a des co-signataires. Souvenez-vous, il y a 2 ans, dans la ville natale du chef de l'État, les enfants sont descendus dans la rue en disant vite, c'est-à-dire nous sommes fatigués. C'est encore là-bas, non? Mais pourquoi vous ne prenez pas encore les aspirations profondes des populations? Que la bureaucratie, les gens qui ont des postes fassent leur travail, les élites. Mais la réalité, là, elle finit par rattraper. Vite, quand les enfants, je vais même vous révéler quelque chose. Il faut en finir avec ça. Est-ce que vous savez que lors de la dernière élection, vous avez appris qu'il y a eu un problème entre les populations du Sud et les commerçants de l'Ouest? Vrai ou faux? Vous avez appris cela? Où on cassait les boutiques? Vous savez de quoi cela procède? Dans certains bureaux de vote, là où il y avait l'urne, on perçait le plafond. Moi, je rencontre les militants, d'après ce qu'ils m'ont dit. Il y avait quelqu'un qui était là, qui voyait le bulletin qu'on mettait dans l'urne. Et on avait constaté que les ressortissants de l'Ouest votaient pour l'opposition. Et voilà pourquoi il y a eu des problèmes. Alors, on ne va pas laisser ce genre de pratique se perpétuer. Voilà pourquoi je vous dis que le RDPC se maintient par la faute dans une élection que l'on veut apaiser. Mais appeler toutes les parties prenantes, qu'on ait un cours d'électorat consensuel, qu'on fixe des bases. Mais non, bientôt là, il y aura une élection présidentielle. Pendant que les choses sont clarifiées en Côte d'Ivoire, nous on n'en sait même pas là encore là où on en est. Tout est unilatéralement fixé, connu par les RDPC. La liste électorale on ne la connaît pas, mais eux ils savent exactement combien d'électeurs. Vous voulez qu'on continue à suivre ça? Alors pour revenir au Sud, c'est pas à Baoyoro et les signataires de la déclaration du 18 juin qui ont dit Biteria. Ça ne s'est pas passé à Bolova ou à Mbam ou alors à Kribi. Ça s'est passé à Samelima, dans la ville natale du chef de l'État Biteria. Pour autant, oui, ils ont tenu leur rencontre. Des rencontres fraternelles excluent les autres frères du Sud. Est-ce que vous avez fait une évaluation? Est-ce que le chômage n'est pas toujours endémique? Dites-moi, est-ce qu'on a réglé les problèmes du chômage? Je vous dis que j'ai des enfants, je suis universitaire, que j'enseigne, que je dirige en thèse de doctorat, qui sont mototaximens. Vous avez des enfants qui ont des licences, des masters depuis près de 15 ans, qui sont sur le carreau. Le véritable problème au Sud, c'est que les élites ont laissé dans la rigole bon nombre de compétences. Et voilà ce que ça donne. Alors peut-être pour sortir de cette question pour Saba Uno, je ne sais pas si c'est une situation particulière, cet appel est appelé justement, pour permettre le pléonasme, l'appel du 18 juin. Et lorsqu'on parle du 18 juin, on fait bien évidemment allusion à cet appel lancé par le général de Gaulle en pleine Seconde Guerre mondiale, lorsque la France est sous occupation allemande. Il lance un appel à partir de la radio BBC pour demander à la France de résister, et bien évidemment en comptant sur les autres partenaires, notamment les colonies françaises dans les empires coloniaux de la France. Et le général de Gaulle, évidemment, après cet appel-là, va mobiliser et la France va être libérée. Et le général de Gaulle va être présenté comme un messie. Dans le cas d'espèce, ce sera qui le messie? Dans le cas d'espèce, le messie sera un dirigeant nouveau, avec une politique publique nouvelle, de rupture avec ce qui nous a été servi à l'heure actuelle. Et un profil? Très bien. Attendons, gardons notre mal, prenons notre mal à patience. Attendons qu'on convoque le corps électoral. Vous verrez, parce que pour le moment, le ruisseau est encore trouble. Est-ce que je me fais comprendre? Donc on ne voit pas les poissons qui nagent en souterrain. Dès que les choses seront clarifiées, le messie, le leader en question, va se révéler, s'imposer de lui-même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous le savez, la tendance générale est que on est fatigué de ce pouvoir qui dure et perdure, qui ne règle pas les problèmes du quotidien du Cameroun. Vous avez indiqué, vous avez marqué le pas en vous présentant aux côtés d'un certain nombre de leaders politiques. Et vous êtes dans l'engagement politique. Votre avenir? Très bien. Au fait, comme vous parlez de moi, je vais vous le dire. Je vais franchir le cap le moment venu. Avant l'élection présidentielle d'octobre? Très bien. Alors, dans les années 2000, quand j'enseignais mon cours de droit constitutionnel, j'avais été séduit par un auteur, Paul Valéry, qui dit ceci. La politique est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde.
Nous nous sommes longtemps mis en marge. Quand vous ne faites pas la politique va vous faire. Je ne suis pas prêt à subir cela. Parce que moi-même, je suis un supplicié de ce système. Je suis une génération sacrifiée. Ce pouvoir a volé et violé ma jeunesse. Ah, j'ai des enfants qui en pâtissent. C'est justement la raison pour laquelle, ça je vous l'assure, la politique ne se fait pas de manière aérienne. Je me suis donné une visibilité. Et dès qu'on convoque le corps électoral, vous aurez la réponse à ma question. Des indices? Je veux mettre mon pied dans l'étrier politique. Aucun indice. De toute façon, je crois qu'au cours de l'émission, je vous ai donné mes deux préférences politiques. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je vous ai évoqué deux leaders. Est-ce qu'on est d'accord? Okay, right, Prof. So let me have your thoughts on this. There is a group of journalists called Cameroon New Vision, CANVI, and that group is saying that, led by senior journalist, veteran journalist Eric Chinje. That group is saying that, yes, there is need for change, but it will be necessary. It will be of capital importance for Cameroonians not to just vote for change, but to vote for a change that brings solution to the problems. Not just to kick out the more than 4 decades old regime, but to vote for someone who can bring solutions to the problems that you're highlighting in the south, the same problems we have them in the north, in the east, in the northwest, southwest, all over the country. Let me have your thoughts. Très bien, alors, ce que je tiens à faire observer, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour ce grand frère, Eric Chinje. Ça me fait comprendre. Parce que c'est un homme de liberté. Et ça, c'est appréciable. Mais vous voyez, il nous reste 4 mois. Nous n'avons plus le temps de tergiverser. Moi, je suis partisan de ce que ce leader, il est où? C'est-à-dire que le système politique a été tellement verrouillé qu'il est difficile d'implémenter ce qu'il dit. Mon problème, mon opinion est la suivante. Qu'au plan organique, c'est-à-dire au plan de la ressource humaine, qu'il y ait un autre pays à la République. Le reste, on va voir après. Parce que le Cameroun n'est pas une république normale. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a beaucoup de choses à régler. Je crois que le nouveau président de la République aura à cœur, vraiment à la limite, s'il veut bien gouverner. Le nouveau, hein, pas le même. Si le même est reconduit, les Camerounais n'auront que leurs yeux pour pleurer. Qu'on ne vienne pas dire qu'il n'y a pas de gens qui ont dit halte. Le nouveau président de la République, que j'espère de tous mes voeux, qui n'a rien à voir avec ce qui nous est servi à l'heure actuelle, devrait avoir à cœur, vraiment, de faire ce qui n'a jamais été fait au Cameroun. Est-ce que vous avez constaté que depuis les années 1990, des années de braise, de naissance d'un constitutionnalisme nouveau qui consiste à limiter les mandats présidentiels et à octroyer un champ de liberté aux citoyens, le Cameroun est l'un des rares pays n'ayant pas tenu une conférence nationale souveraine. C'est même parce qu'il y a des blocages. Le Cameroun est l'un des rares pays à avoir une élection en un seul tour. Je crois que le nouveau président devra ouvrir le jeu, faire asseoir toutes les compétences nationales, s'il veut gouverner. Et d'ailleurs, peut-être pour embrayer, chuter. L'État unitaire a montré ses limites. Est-ce qu'il me fait comprendre? Je suis vraiment convaincu que dans le cadre d'un État unitaire, ce pays ne peut plus fonctionner. On est obligé de virer vers le fédéralisme. C'est ma conviction de constitutionnaliste. Professeur Abba Oyono, infiniment merci d'avoir